Bonjour, je vais me présenter, donc je vais avoir le plaisir de co-présider cette matinée avec M. Tirard, qu'on vient d'entendre, et je remercie Mme Grenouille de l'invitation. Donc, je m'appelle Pierre-Michel Lorca, je suis psychiatre. Je suis d'abord très honoré d'être ici, et ravi, et très intéressé. Alors, pour resituer un peu les choses, moi je suis psychiatre, professeur de psychiatrie à Clermont-Ferrand, et bon, je travaille en tant que clinicien, mais développe un certain nombre de choses. Et dans ma pratique, la problématique de ces notions de convergence technologique est devenue tout à fait réelle au fil des années. Je me suis intéressé depuis une vingtaine d'années à des aspects qui étaient par exemple la notion de pharmacogénétique, avec une notion de biomarqueur qui sera, je crois, évoquée dans la matinée, et la manière dont on peut essayer d'évoluer vers quelques... Alors il y a tout un tas de terminologies à la mode. Une terminologie actuelle qui est très à la mode, c'est la notion de médecine de précision, de psychiatrie de précision, dont l'objet serait d'arriver à identifier de manière plus spécifique les besoins des individus à l'aide de toutes les avancées technologiques qui ont pu être faites. Avancées technologiques qui peuvent être celles, effectivement, de la biologie moléculaire ou de l'utilisation élargie de la biologie moléculaire. On est sur de l'aspect technologique à proprement parler, avec la caractérisation des individus, mais aussi avec tout le tournant numérique qui a été pris et l'extension phénoménale de l'utilisation de ces outils qui mettent en jeu la capacité de recueillir des informations en permanence, avec notamment la révolution qui a été marquée par l'utilisation dans notre quotidien des smartphones. À titre personnel, au cours dans ma pratique, alors en tant qu'utilisateur de smartphone, j'en parlerai pas, parce que je suis relativement, non pas empêché, parce que je pense que j'adopte des comportements qui me permettent de simplifier une partie de mon quotidien et de le complexifier parfois. Mais à titre de mon activité de psychiatre, mais aussi de responsable universitaire, j'ai été intéressé par l'utilisation de toutes les applications et de tous ces outils numériques et leur développement. Dans une perspective initialement qui était relativement... sommaire, c'est-à-dire quelque chose qui augmente nos capacités d'interaction existant au préalable et qui facilite notre quotidien. En fait, dans ce cadre-là, on a pu développer avec... donc je suis également un des fondateur et membre du comité de direction d'une fondation qui s'appelle Fondamental, fondation de coopération scientifique qui essaie de promouvoir les soins spécifiques, la recherche, la formation et l'information. Et on avait essayé, il y a quelques années, de monter un programme de développement d'outils numériques spécifiquement adaptés à la psychiatrie. Et à cette époque-là, c'est dans le cadre d'un appel d'offres, les appels d'offres RHU, ces appels d'offres qui se succèdent les uns après les autres, hein, et pour lesquels on nous demandait d'avoir des collaborations avec le privé. Et on avait monté une collaboration, enfin un projet de collaboration, avec une multinationale qui s'appelle Philips, qui est très avancée dans l'utilisation du numérique en santé. Et en fait, on s'est rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que en fait, nous n'étions absolument pas préparés à un certain nombre d'enjeux qui étaient des enjeux tant éthiques que de propriété intellectuelle, de travailler avec un partenaire privé dans ce cadre-là. Et deuxièmement, que eux, ils n'étaient pas préparés à travailler avec des académiques, puisque nous avons achoppé très rapidement sur... après avoir monté tout un projet scientifique plutôt intéressant, nous avons totalement achoppé sur la capacité d'un accord de consortium, y compris sur le domaine de la propriété intellectuelle et des limites liées à l'éthique de l'utilisation de ces outils. Et à ce moment-là, je m'étais dit, bon, on s'est plié, de toutes les façons, la recherche académique dans ce domaine-là va être totalement, le champ va être totalement préempté par cette dynamique industrielle dont malheureusement on risque de la subir dans un certain nombre de cas, mais on n'a pas de marge de manœuvre. Et en fait, cette analyse, qui était assez pessimiste, mais qui était associée à cette expérience, est une analyse qui était fausse. Je reconnais rarement la fausseté de mes analyses, mais ça m'arrive parfois. Et en fait, petit à petit, ce que j'ai vu apparaître, donc c'est les 5 dernières années, dans cette logique-là, c'est en fait l'incapacité à la fois des industriels extrêmement puissants, alors je parle de Philips, on peut par exemple parler de Google, à développer véritablement des outils qui soient largement utilisables, puisqu'en fait le marché n'est pas du tout préempté, premièrement, et en fait cette incapacité étant probablement liée à des problèmes qui sont
d'un côté des problèmes de conceptualisation de ce que sont les besoins et comment on peut utiliser ces outils, et de l'autre côté, des difficultés de la société à générer, et la société c'est nous, à générer un cadre réglementaire qui permette de l'utiliser. Et en France, par exemple, on a un excellent exemple d'un endroit où, en dépit des exhortations ministérielles, on a la mise en œuvre et l'organisation du dispositif qui permettent d'encadrer cet aspect de santé numérique étaient extrêmement faibles. Et en même temps, j'ai vu apparaître autre chose, qui était quelque chose qui est un progrès et justement lié à une convergence, mais qui reste très balbutiant et qui pose des problèmes de différentes natures, notamment épistémologiques par exemple, mais aussi de mise en œuvre, qui est l'émergence d'un concept qui a été développé par Thomas Inzel, porté beaucoup par Thomas Inzel, c'est pas lui simplement qui l'a développé. Thomas Inzel, c'était le patron du NIMH qui avait fait un mouvement. Le NIMH, c'est l'Institut national de santé mentale aux États-Unis qui gère l'ensemble des fonds. C'est un neuroscientifique de haut niveau qui dirigeait cet institut et qui avait un blog tout à fait intéressant où il racontait un petit peu sa perspective sur les neurosciences. Et il y a 2 ans et demi, dans son blog, il ne faisait que vanter les nouvelles technologies, disant qu'il avait visité la Silicon Valley, que c'était un endroit extraordinaire, etc. Enfin, des choses comme ça, avant de quitter le NIMH pour rentrer chez Google, 2 mois plus tard. Donc, je me suis dit, bon, ben, ma perspective, mon analyse est réglée. Effectivement, Google achète ou donne à disposition, la question n'est pas là, des possibilités, et donc va véritablement préempter le marché avant que Thomas Inzel, 1 an et demi plus tard, quitte Google pour monter une start-up et développe cette notion de phénotype digital, qui est une notion qui paraît assez hypothétique, mais dont l'idée est de définir dans le domaine de la santé mentale, mais pas que, mais on va parler du domaine de la santé mentale, des caractéristiques phénotypiques d'un individu qui sont liées à l'ensemble des données, ces données dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être recueillies à l'aide des outils de la technologie numérique qui permet en continu et d'une façon extrêmement écologique, c'est le terme qu'on peut employer, de recueillir des informations sur les individus. Et en fait, cette notion de phénotype digital, dans notre champ de la psychiatrie, où nous utilisons des classifications tout en les critiquant et en soulignant les limites, apparaît comme quelque chose qui pourrait véritablement reconstituer une rupture dans la façon d'envisager des pathologies psychiatriques en l'absence de biomarqueurs, de caractérisation physiopathologique, de caractérisation éthiopathogénique, et donc une sorte d'horizon intéressant. Une fois qu'on en est là, ce concept qui a fait florès depuis à peu près 2 ans dans la littérature et dans les différents projets rencontre le même type de difficultés de mise en œuvre, à la fois dans l'utilisation des outils, à la fois dans les aspects conceptuels, parce que c'est un joli mot et ça permet de communiquer, mais une fois qu'on a dit ça, quand on rentre un petit peu dans une perspective scientifique et qu'on essaie d'aborder ce qu'est une notion de phénotype digital, on se heurte à de nombreuses difficultés qui vont de problèmes véritablement de conceptualisation à des problèmes de mise en œuvre, des problèmes éthiques. Et je pense, pour avoir vu le programme, que ces questions que je me pose, qui sont vraiment des questions au quotidien, à l'heure actuelle, on essaie de développer un projet de recherche dans le domaine et avec différentes personnes avec qui je travaille sur le champ, et on a vraiment une difficulté qui, je pense, nécessite des compétences multiples, des convergences, des approches pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires pour essayer de trier un petit peu tout ça de manière à faire un peu le clair sur le champ. Et c'est pour ça que je suis tout à fait ravi d'être ici, parce que je pense qu'un certain nombre des problèmes que moi, je parle à la première personne, j'en suis navré, mais en tout cas je ne suis pas le seul, je pense, rencontre par rapport à ce champ, cette évolution de ce champ. J'ai parlé de l'aspect numérique, mais comme je l'ai dit, les aspects des biomarqueurs sont des aspects sur lesquels on travaille beaucoup aussi. Je coordonne une cohorte de patients souffrant de schizophrénie en France, on a des travaux de recherche là-dessus, et on a vraiment des problématiques sur comment utiliser les biomarqueurs, comment véritablement définir un biomarqueur, ce qui pose différentes catégories de problèmes. Et je pense que, j'espère en tout cas que tous les intervenants vont m'aider dans mon quotidien. J'espère qu'ils aideront les participants et que nous pourrons avoir des interactions et des échanges sur le champ. Donc, merci de l'invitation. Je ferai de mon mieux pour co-présider et j'espère que j'aurai des interrogations et des questions à poser à tous les intervenants. Merci beaucoup. Je pense que